Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. Octobre 2023, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin annonce qu'il va s'assurer de l'expulsion de tout étranger coupable d'actes antisémites. Dans un contexte bien particulier, post-attaque du Hamas en Israël. Certains déjà en demandent plus, d'autres moins. Tous les débats sécuritaires, politiques, philosophiques sont évidemment légitimes en ce domaine. Mon but est plus simple, c'est de faire une vidéo purement juridique et sobre sur ce sujet. Premier élément à avoir à l'esprit, il ne peut pas s'agir de citoyens français. Vous vous souvenez d'ailleurs des débats qu'il y avait eu sur les pertes éventuelles de double nationalité sous une éventuelle réforme constitutionnelle qui n'a pas abouti sous François Hollande. Deux, il ne pourra s'agir que difficilement d'apatrides, sauf à concilier tout ceci difficilement avec l'article 31 de la Convention de 1954. Il ne pourra pas s'agir d'un étranger mineur, voire sur ce point l'article L631-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'on va appeler par son acronyme usuel CESEDA. Et s'applique alors, en ce domaine, les dispositions des articles L631-1 et suivants de ce code, CESEDA, quand nous sommes dans toutes ces hypothèses. Si cette personne est en France, en situation irrégulière, donc étrangère et majeure, le plus souvent, si sa situation est irrégulière, c'est d'utiliser une bonne et vieille traditionnelle obligation de quitter le territoire français, OQTF. Sauf que celles-ci sont difficiles à appliquer, notamment vers l'Algérie, et ceci est un euphémisme. Mais si on est dans la dernière hypothèse, l'étranger est en situation régulière, majeure, étranger, pas citoyen français, on va se retrouver dans la situation qui est en bas à droite de ce logigramme, et là on va rentrer dans le détail des articles L631 et suivants de ce code CESEDA. Voici le code qui apparaît, n'hésitez pas à mettre sur pause. L'autorité administrative, nous dit l'article L631-1, peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des situations, des gens qui ont des protections particulières, L631-2 et 3 qu'on va voir après. L631-2 nous dit que, il y en a certains de ces étrangers majeurs qui ne peuvent être expulsés que si cela constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique, sous réserve qu'ils ne soient pas dans la troisième catégorie, celle du 531-3, et c'est ceux qui sont père ou mère d'enfants mineurs, l'étranger marié depuis au moins 3 ans avec un conjoint de nationalité française, etc., etc. Voici ce texte, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis les plus protégés sont ceux du L631-3 de ce code, voici ici leur liste et les conditions dont nous parlons. Ce qui nous conduit à cet autre logigramme. Première question, est-ce qu'il existe une menace grave pour l'ordre public née de la présence en France de cet étranger majeur ? En cas de réponse négative, il n'y a pas de menace grave pour le public qui vient de cette personne-là précisément, pas d'expulsion. Deuxième hypothèse, non, il y a bien une menace grave pour l'ordre public, personne n'est un étranger majeur, et elle est polygame en France. Polygamie en France. Alors l'expulsion peut être décidée. Et puis on peut avoir quelqu'un qui représente bien une menace grave pour l'ordre public, qui est bien un étranger majeur, qui n'est pas polygame en France. Et alors dans ce cas-là, on va distinguer 3 hypothèses. S'il n'est dans aucune des catégories des articles 631-2 et 3 qu'on a cités tout à l'heure, alors il sera expulsé si sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Deuxième sous-hypothèse, il entre dans la catégorie du L631-2, pas dans celle du L631-3, mais dans celle 631-2 qu'on a vu tout à l'heure, toute une série de types d'étrangers, vous vous souvenez, qui ont des enfants français, etc., ou conjoints français. Enfin, nés en France, ou conjoints français. Et dans ces cas-là, l'expulsion ne sera légale que si, condition plus stricte, cette expulsion est une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique. Et puis il y a ceux qui sont encore plus protégés, c'est ceux qui sont listés dans le L631-3, avec des différences, par exemple sur l'effet des condamnations qui sont prises en compte dans le 631-2 et différemment et moins dans le 631-3. Et bien dans ce cas-là, l'expulsion ne sera légale que si, je cite, qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, où il y a des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, haine ou violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes.
Sur tous ces points, on va rappeler aussi 2 ou 3 autres choses. Un, c'est bien le juge administratif qui va apprécier de ce qu'il en est de la réunion ou non de ces critères, avec un référé liberté qui pourrait être actionné. 2, vous allez me dire, ah mais un certain nombre de choses, c'est les infractions pénales. Est-ce qu'on n'est pas obligé de juger au pénal d'abord? Non, 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 non. Si j'ai des infractions pénales soupçonnées ou constituées, d'autres procédures pénales pourront être engagées, bien sûr. Mais il n'est pas besoin que ces procédures pénales soient poussées à leur terme, avec des condamnations ou non, pour que la procédure administrative d'expulsion puisse être accomplie. Les 2 procédures sont indépendantes l'une de l'autre et c'est pas nouveau. Quand vous avez, en droit privé comme en droit public, un agent ou un salarié qui commet une infraction pénale, le pénal va suivre son cours et le disciplinaire son cours aussi, séparément. Le seul lien entre les deux, c'est que quand quelque chose était jugé en fait comme étant existant, comme étant une preuve en pénal, ça s'imposera en civil ou en administratif. En l'espèce, nous parlons bien de ce qui s'est passé, de ce qui a été décidé en octobre 2023, et on parle d'actes antisémites dans un contexte particulier. Les actes antisémites sont-ils des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes? Oui, souvent, presque toujours, mais ça sera évidemment à regarder au cas par cas. Mais nous sommes bien dans l'hypothèse où même ceux qui sont protégés par l'article 631-3 du CESEDA peuvent être donc concernés. C'est ce régime d'ailleurs qui avait donné lieu à l'expulsion de l'imam Hassani Hussein, sans doute vous en souvenez-vous, tranché par le Conseil d'État à la fin de l'été 2022, dans le sens de la légalité de la dite expulsion, le Conseil d'État n'ayant pas eu, de ce point de vue, la même position que le juge des référés du Théâtre de Paris en première instance. Un des moyens d'ailleurs à l'époque de M. Hassani Hussein était l'ancienneté de la plupart des propos qui lui étaient reprochés par l'État. Point qui avait été relativisé par le Conseil d'État d'ailleurs, d'où la légalité de l'expulsion. Mais ne nous étendons pas sur ce sujet, puisque là nous parlons d'actes antisémites, identifiés et commis en octobre 2023, au lendemain de l'attaque du Hamas. Reste le fond, la qualification pour les étrangers majeurs, non polygames, et même ceux qui sont les plus protégés. Est-ce qu'on a bien des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État ou liés à un caractère terroriste ou conscient des actes de provocation explicite ou délibérés à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes? Et là, les actes antisémites relèveront assez facilement de cette catégorie, mais il faudra quand même prouver, identifier et caractériser au cas par cas. Prouver que c'est bien de la personne en question dont nous parlons, prouver que c'est bien constitué et caractériser, c'est-à-dire on n'est pas juste sur une expression par exemple injurieuse, mais une provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la violence. Il peut y avoir des nuances dans certains cas. Mais attention, même si la personne a expulsé, et dans toutes les situations que nous avons évoquées, et a commis ceci, il faudra, qu'il y ait quand même une phase administrative de contradictoire, d'échange, qui est évidemment une garantie fondamentale de notre régime juridique démocratique. En l'occurrence, cette procédure est fixée par les articles 632-1 et suivants du CESEDA. Autre élément, le juge va néanmoins, même pour quelqu'un qui aurait commis tout ça, c'est un des problèmes dans l'affaire Hussein, qui a été tranché, il faut que l'expulsion ne soit pas contraire à la vie familiale normale. Je cite ce que nous dit le Conseil d'État. Il appartient cependant à cette autorité administrative de concilier sous le contrôle du juge les exigences de la protection de la sûreté de l'État et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit de mener une vie familiale normale. Alors vous allez dire, justement pour l'imam Hussein, pour l'imam Hussein, ses enfants étaient majeurs et son épouse marocaine comme lui pouvait du coup le suivre au Maroc s'il allait au Maroc. En réalité il s'est enfui en Belgique, mais ça c'est une autre histoire. Donc, ça veut dire que sur tous les dossiers qui vont arriver maintenant sur les bureaux du ministère de l'Intérieur puis des juges administratifs, il faudra regarder aussi ce qu'il en est de ces exigences de la vie familiale normale. Imaginons maintenant qu'il y ait ces expulsions, le juge tranche, valide, invalide. Que peut-il se passer si on n'est pas content de ce qu'a dit le juge français, ou notamment si le juge a validé ces expulsions? Eh bien à ce moment-là, la logique des requérants est de saisir la CEDH. Nous, on est de l'autre côté, on est côté administration publique, mais les requérants, avec donc d'autres avocats que nous, vont aller saisir la CEDH. Très bien. Le recours à la CEDH, il peut être tentant de le faire tant qu'on est encore en procédure en France. C'est vrai qu'il existe une sorte de référé, une
procédure dite article 39, mesures provisoires, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais elle ne sera que rarement fructueuse. Il faut qu'il y ait un risque réel de dommages irréparables. Bon, évidemment, si on se mettait à expulser quelqu'un en Afghanistan, je dis pas, et encore, hein, si c'est intégriste. Mais on a, de ce point de vue-là, par exemple, eu un refus de la CEDH dans l'affaire Iqiyoussen. En revanche, la CEDH a accepté de suspendre, c'est rare, hein, en 2022, la décision du gouvernement du Royaume-Uni qui visait à expulser, dans le cadre d'un accord qu'ils avaient avec le Rwanda, des gens de toute nationalité, mais qu'on allait transposer au Rwanda, quelle que soit leur nationalité, et le Rwanda allait faire une sorte de centre de rétention externalisé. Ce qui, évidemment, ensuite aurait conduit à ces personnes à ne pas pouvoir exercer leurs droits, y compris devant les juridictions, paumées quelque part au Rwanda, dans un pays qui n'a pas toutes les garanties démocratiques pour ce genre de choses. Donc, évidemment, là pour le coup, la CEDH a accepté d'utiliser ce système de quasi-référé qui est le sien. Ça ne sera que rarement à utiliser pour les personnes concernées. Voilà, je voulais brosser un paysage, je le dis d'autant que nous ne sommes pas avocats en droit des étrangers du tout. C'est des choses que nous pouvons pratiquer côté administration, mais ce n'est pas notre quotidien. Simplement, je voulais, dans un cadre d'un sujet qui fait débat, rappeler les bases du droit. Le reste est philosophie, ce sont débats politiques tout à fait légitimes. Notre ambition n'était que juridique. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir.